Mesdames, Messieurs, c'est un grand plaisir de vous savoir si nombreux dans ce programme, Les Acteurs du Changement. Vous êtes vraiment fidèles à ce programme et nous disons un grand merci à votre fidélité qui est tout à fait légendaire, qui vous nous accordez à chaque fois que nous sommes là pour parler de notre pays, la RDC. Mesdames, Messieurs, c'est au travers de ces programmes que nous visons des changements positifs. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on va parler de ces thèmes d'actualité, de la nomination de la femme comme première ministre de ces pays. Il faudrait dire c'est pour la première fois que la RDC est d'ailleurs. Il faudrait dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à gauche, à droite, dans le milieu de la jeunesse. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on va devoir en parler avec notre invité dans la première partie. Comme d'habitude, nous avons des bonnes parties. La première partie, c'est la partie cogitée, cette partie qui va nous permettre de réfléchir autour du thème. Un moment aussi tellement coruscant pour tous ceux qui nous regardent. Vous allez devoir découvrir notre intervenant. D'ailleurs, n'est plus à présenter. Et la seconde partie, elle sera analyse. On va devoir analyser, poser des questions. Comme d'habitude, dans cette émission, on reçoit une autorité face à la jeunesse. Et notre invité, mesdames, messieurs, ici, elle n'est plus à présenter. Elle est archevêque dans ces pays. Elle est femme leader. Il faudrait les dire qu'elle nous a fait honneur. Et aussi, un point très important, elle est analyste politique de notre pays, la RDC. Elle s'appelle Madame Catherine Kachama, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Nous sommes très contents et sereins d'être avec vous dans ce programme. Vraiment pas plus que moi. En tout cas, ça faisait très longtemps. Bonne année, Merveille. Merci beaucoup, toutes les bonnes choses. Je salue aussi tous les téléspectateurs. Je suis vraiment ravie de me présenter encore une fois de plus devant vos caméras. Alors, justement, Madame Catherine Kachama, aujourd'hui vous serez face à la jeunesse. Comment d'abord vous trouvez la jeunesse congolaise avant de commencer notre thème? Oui, je trouve que notre jeunesse n'est pas trop objectif, trop entreprenant. Okay. Vraiment, quelque part, moi je dis que la jeunesse est un peu distraite. Parce que vous savez, dans notre pays, il y a les études qui ont tellement pourri du temps que les jeunes commencent à s'ignorer. Okay. Donc, je veux dire ceci. Les études, c'est pour notre instruction. Okay. Mais la vie, c'est chacun de nous qui la façonne. Okay. Tu peux bien étudier, avoir beaucoup de diplômes, mais pour que tu réussisses ta vie, ça ne dépend pas de tes diplômes. Okay. Donc, la jeunesse d'aujourd'hui doit être vraiment très attentif à ce qu'il est en train de faire et ses intérêts. Parce que ce qui est vraiment, vous savez, je vais un peu revenir en arrière, lors de la réélection de notre président, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, on avait parlé de conserver les acquis. Donc notre jeunesse doit aussi avoir ces acquis qu'il doit conserver. C'est là le point moteur que moi je suis toujours en train de me plaindre pour la jeunesse. Mais tu vas voir, notre jeunesse est un peu vraiment en l'air. Hein? Il n'est pas assis. Tu vois vraiment, il n'a pas d'objectifs bien précis. Et la jeunesse congolaise fait partie de ce genre de jeunes qui aiment plus rêver que travailler pour réaliser quelque chose. Alors justement, et madame, vous êtes prête à recevoir les questions de la jeunesse sur la nomination de madame Judith Atuluka comme première ministre? Je commence d'abord par féliciter Madame Judith. Je sais que c'est la première fois qu'une femme peut accéder à ce poste-là. Ah oui. Dans le temps, nous sommes... Oui, je suis prête et je suis très contente. C'est pourquoi je suis en train de lui lancer toutes les fleurs. Félicitations et plein succès à Madame Judith. Alors, on va vous présenter notre jeune, donc la jeunesse sera représentée ici par M. Christian Farakini, qui à leur tour va devoir nous aider. Il a pris toutes les questions de notre colloque, les acteurs de changement. Et voilà, aujourd'hui, c'est avec lui qu'on va échanger sur ce plateau avec Madame Catherine. M. Christian, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Ney. Vous allez très bien? Oui, ça va. Je vais très bien. En tout cas, je suis hyper content d'être dans cette émission. Une émission dirigée par un jeune à qui je dois dire merci beaucoup. Et au-delà de ça, je suis hyper content de me retrouver face à une très grande dame. Vous l'avez tellement réclamé, voilà. Oui, nous avions aimé qu'elle soit là afin que nous puissions poser toutes les questions. Oui. Mais Notre-Dame vient un peu de nous accuser, nous jeunes, de pouvoir que nous... Et d'ailleurs, c'est l'opportunité. C'est l'opportunité, vous voyez. Moi, je me pose la question,
je m'excuse, je dois le dire ainsi, parce que chaque fois, je me rends compte que quand on devient vieux, on acquise toujours les gènes. Vous voyez, même quand nous demandons à nos parents, aucun parent ne te dira que j'ai échoué, je n'avais pas bien réussi ma vie. Il te dira toujours que moi, j'étais. Est-ce que ce n'est pas la meilleure façon de dire, nous aussi, de nous féliciter par rapport à ce que nous faisons et nous attribuons quelque chose de bien dans là. On aura toutes les lumières avec notre invité. Merci de souligner ces points, c'est très important. On va entrer dans notre sujet, déjà pour la nomination de Madame Judith, la femme, comme étant première ministre. Comment vous avez reçu cette information? Quelle était votre attitude sur base de cette information? Vraiment, je peux dire que nous étions vraiment très satisfaites, étant donné que le chef de l'État avait promis qu'il aimerait vraiment revaloriser la femme dans notre pays. C'est quelque chose qui nous a surpris. Il nous a surpris. Vous savez qu'un jour, le chef de l'État avait dit que s'il fallait que je laisse le pouvoir à quelqu'un, j'aimerais laisser le pouvoir à une femme. Donc c'est déjà dans la voie de ses ambitions. Donc mettre une femme à la tête de ce pays, c'est valoriser la femme. C'est marcher sur la voie de l'égalité. C'est marcher sur la voie de l'émancipation. C'est faire sortir la femme pour la mettre là où elle doit être. Parce que vous savez, la femme était plus à la cuisine que dans les institutions. Alors, si aujourd'hui nous voyons la femme en train d'avoir le sommet du gouvernement, vraiment c'est quelque chose qui a été bien accueilli par toutes les femmes. En quoi c'est avantageux? Est-ce pour parler de l'émancipation de la femme ou c'est de la bonne gérance que vous faites allusion? Je fais allusion à la bonne gérance. Vous avez vu, le chef de l'État avait bien dit que les provinces qui sont dirigées par les femmes, les postes qui sont dirigés par les femmes sont ceux qui ont excellé. Donc, il a vu réellement que la femme donne le meilleur de soi-même dans ce qu'elle est en train de faire. C'est ce qui a fait que aujourd'hui nous puissions avoir une femme comme Premier ministre. Et ce n'est pas vraiment à en débattre. Nous avons vu la vice-gouverneure de Lualaba qui a aussi prouvé ses mérites. Je vous dis, ça n'a pas été mauvais parmi ceux qui ont eu plus de députés. Elle est en 5e position. Donc, c'est vraiment du bon travail qu'elle a eu à entreprendre. C'est pourquoi, s'inspirant de là, je pense que beaucoup de femmes ont excellé. Il y a la femme qui était ministre des Mines. Elle a vraiment prouvé de quoi elle était capable. Et en passant là, je peux aussi revenir un peu plus en arrière pour voir la ministre Acacia qui détenait l'économie. J'ai vu à cette période-là, l'économie de notre pays était vraiment stable. Cette femme, coup de chapeau à elle. Donc, les femmes vraiment ont pu prouver de quoi elles sont capables, ce qui a stimulé les chefs de l'État à revaloriser encore, revoir encore la position de la femme dans notre société. Ah oui, avant de donner la parole à M. Christian pour la question, mais on aimerait savoir aussi quels sont les défis que doit vraiment affronter Mme Judith Tumuka en tant que Première ministre. Vous savez, le Premier ministre doit s'assurer du bon fonctionnement dans les secteurs public et parapublic. D'abord, c'est ça le premier problème. Si la population se plaint, si la population a des problèmes, c'est parce qu'il n'y a pas un bon fonctionnement du gouvernement. Donc, ce qu'elle a comme première mission, c'est cela. Réorganiser les choses. Et vous savez, on ne peut pas se voiler la face. Le premier mandat n'a pas été une réussite. Qu'est-ce qui n'a pas été de manière pragmatique? Moi, je suis toujours dans le social de la population. Parce que le but du chef de l'État, étant arrivé au pouvoir, il s'est acharné sur le social de la population. Et nous avons vu qu'il y a beaucoup de jeunes actuellement qui sont sous-employés. Nous avons vu qu'il y a hausse aussi des prix. Il y a aussi hausse des prix de la douane et autres là. Tout ça est en train d'affecter directement la population, ce qui fait que la population ne se retrouve pas comparativement
au désir du chef de l'État. Parce que le chef de l'État a comme projet rehausser le niveau de vie de la population. Comme jusque-là, ce n'est pas encore atteint, moi je pense que, étant donné que la femme, c'est la bonne gestionnaire, si on ne peut pas dire la meilleure gestionnaire, il a vraiment trouvé utile d'essayer avec une femme pour arriver à ses objectifs. Alors on va revenir sur ces défis que vous allez devoir énumérer pour ces mandats qui doivent d'ailleurs commencer avec notre Madame Judith comme Première ministre. Monsieur Christian, étant jeune, une question à Madame Catherine. En tout cas, merci beaucoup Monsieur Ney. Je suivais attentivement la réponse de Notre-Dame qui est ici présente. C'est que elle vient d'affirmer que le président de la République veut essayer avec la dame pour changer la situation du pays. Mais je me pose la question, est-ce que le président de la République lui-même, il avait déclaré en disant que nous ne pouvons pas répéter les mêmes erreurs. Est-ce que le président de la République doit-il encore essayer ou doit-il faire un choix avec un choix judiciaire pour ne pas répéter les mêmes erreurs comme il avait souligné? Je veux te répondre comme ceci. Vous savez, personne ne peut connaître les cœurs des noms. Le président Kabila a fait 18 ans au pouvoir. À la fin de son mandat, il a déclaré ceci. Si je pouvais au moins avoir 15 personnes à côté de moi qui pouvaient être responsables, je pense que les choses allaient changer. Donc le chef de l'État, il peut faire confiance à une personne, mais la personne qui doit travailler doit être à mesure de fournir le travail tant attendu. Je te donne un exemple. Quand on est sur le banc de l'école, le but du professeur, c'est que tout élève puisse réussir. Mais vous allez vous retrouver à la fin, il y a des élèves qui ont 10% et il y a des élèves qui ont 80%. La question est posée et d'autres vont répondre à cette question pour avoir 10% et d'autres répondront pour avoir 80%. Je vais te dire ceci, le chef de l'État, en prenant Madame Judith Toulouka, elle n'a pas essayé de papoter. Pourquoi? Parce que c'est une dame qui a travaillé depuis 2020. Vous la verrez dans les choses de la République. Et dernièrement, dans Samaloukonde 2, vous savez qu'elle était ministre des Plans. Et je veux te dire, c'est elle qui a vraiment présidé le problème de 145 territoires. Et c'est un projet qui a vraiment réussi parce qu'il y a des coins qui ne pouvaient pas avoir des écoles, des hôpitaux qui ont été servis avec l'argent de 145 territoires. Donc c'est parmi des réalisations phares du gouvernement de Samaloukonde. Je pense que ça a aussi boosté l'attention du chef de l'État pour l'amener jusqu'à ce point. Donc le premier tâche qu'on lui a confié, on a vu que madame était capable de faire quelque chose. C'est pourquoi elle a eu le mérite d'aller en avant. Il y a eu beaucoup de ministres, vous le savez. Et pourquoi tous ces ministres-là n'ont pas été élus pour être choisis pour être Premier ministre? Donc on a trouvé que c'est une femme compétente, c'est une femme capable et c'est une femme qui peut changer les choses dans ces pays. J'ai encore une question parce que... Je rappelle aussi à ceux qui nous écoutent, vous pouvez me laisser votre question, numéro affiché, votre commentaire, on va les lire sans problème aucun. Voilà, j'étais en train de dire que je représente la jeunesse ici. Avant que je vienne, on a eu longuement discuté avec la jeunesse. C'est qu'il y a une question qu'on se posait. D'ailleurs, il y en a deux qu'on se posait. La première question, c'est que c'était lié à ce que le président de la République avait dit. Le président de la République, on lui nomme comme champion de la masculinité positive. Nous voulons comprendre, est-ce qu'il n'a pas choisi la dame pour réaffirmer encore ce titre-là du champion de la masculinité positive? Parce que c'est la même chose qu'on s'est demandé. Et la deuxième question est liée tout simplement, la plupart des gens considèrent que le président de la République est dans ce qu'on appelle pas du chantage, je m'excuse le mot, mais dans le populisme, voulais-je dire. Donc le président de la République veut marquer son histoire en disant que c'était pour la première fois de nommer une dame à la tête de l'exécutif national. Nous voulons savoir, il le fait
pour marquer son histoire, son passage, ou il est fait pour l'intérêt de la population? Oui, merci beaucoup pour la question. Je vais commencer par te répondre. Oui, je vais commencer par te répondre en ce sens. Oui. Je pense que la réponse à votre question était déjà donnée. Donc la femme, si elle a été choisie, ce n'est pas pour que le président puisse marquer une masculinité positive. Donc la femme a eu à travailler et elle a prouvé de quoi elle était capable. Je pense que je l'ai répondu. Donc le président n'a pas besoin d'être populaire. Vous savez, je comprends bien que les gens peuvent parler en ce sens-là et beaucoup de gens peut-être ne sont pas encore sortis du pays. Ce discours est déjà dépassé parce que partout ailleurs, vous allez trouver des femmes présidentes de la République, des femmes premiers ministres et chez nous, c'est la première fois et ça étonne plus d'un. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a jamais vu, mais partout ailleurs. Et je vais, pour ton information, je vais te dire que la plupart des pays, s'ils sont en train de postuler comme président, ils postulent si le numéro 1, c'est un homme, le numéro 2 doit être une femme. Tu verras, il y a le président qui est un homme, la vice-présidente une femme. La présidente c'est une femme, le vice-président un homme. Beaucoup des pays, surtout des pays anglophones. Maintenant, vous voyez que ça ne dépend pas. Quelqu'un qui a vécu, qui a tourné dans le monde, il sait comprendre facilement. Et nous avons encore ces difficultés. Pourquoi? Puisque nous sommes plus liés à nos coutumes. Nos coutumes ne donnent pas de la valeur à la femme. Étant donné que nos coutumes ne donnent pas plus d'importance à la femme, ce qui fait que tout ce que nous faisons se réfère toujours à notre culture. Mais la femme, je peux te dire, et je l'ai toujours dit, dire que la femme dans les institutions, la femme et l'homme, la différence c'est juste le sexe. Parce que nous allons à l'université, nous avons les mêmes examens. Nous allons à l'université, nous avons le même diplôme. Nous étudions les mêmes cours. Donc il n'y a pas de différence sur cet aspect. Sur l'aspect intellectuel, il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. La femme peut être plus intelligente que l'homme, tout comme l'homme peut être plus intelligente que la femme. Donc quand nous sommes en train d'aborder ce sujet, essayons de mettre d'abord à côté le sexe et voyons les capacités intellectuelles de la personne. Ça va nous aider à apprécier le travail tel que c'est fait. Mais si nous mettons le sexe, ça va diminuer la capacité du travail, la méritocratie. Quand on parle de la méritocratie, on ne voit pas le sexe. On voit la personne avec ses capacités, avec ses aptitudes. Je veux te dire, la France a été révolutionnée à cause d'une femme. Ah bon? Nous avons Jeanne d'Arc qui a révolutionné. C'est une femme. Donc il y avait des hommes, mais une femme a pu faire quelque chose. C'est pas dire que toutes les femmes sont des élites, ou bien tous les hommes sont des élites. Il y a des femmes très intelligentes et il y a des hommes très intelligents. Il y a des hommes bourriques et il y a des femmes bourriques. Il y a des hommes insensés et il y a des femmes insensées. Alors, c'est une évidence, merci beaucoup. Mais déjà qu'on va revenir sur un point que vous avez énuméré, parlons du mandat passé avec le Premier ministre Samuel Condé. Vous avez souligné les côtés négatifs dans vos propos, déjà que c'était un monsieur qui gérait cette fonction. Est-ce que vous êtes sûr qu'aujourd'hui, avec Madame Judith, elle peut relever ces défis? Et si oui, quelles sont les stratégies peut-être que vous pouvez donner, étant femme, à y mettre pour relever les défis que vous avez soulignés du côté négatif par rapport du Premier ministre Samuel Condé? Vous voyez, je ne suis pas tellement dans la négativité, mais je suis dans la réussite parce que le travail qu'il a abattu n'a pas donné un bon résultat sur le champ. Alors, ce que nous voulons, ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Elle doit s'assurer du bon fonctionnement. Et en s'assurant du bon fonctionnement, la première stratégie qu'elle doit d'abord prendre, c'est bien choisir son gouvernement. Elle ne doit pas choisir un gouvernement sur base de favoritisme. Et vous savez, quelque part, cette histoire de non, les par-côtes pour
tel parti, ce qui est en train de ruiner quelque part notre pays. Nous devons prendre des gens qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que pour bien travailler, elle doit... Donc, elle est chef du gouvernement. Maintenant, comme elle ne peut pas tout faire, elle est en train de léguer son pouvoir au ministre, au vice-premier ministre, au ministre d'État. Donc, elle lègue son pouvoir. Pour qu'elle lègue le pouvoir, elle doit savoir à qui léguer le pouvoir, afin que le travail soit accompli selon ses désirs. Ça, c'est le premier défi à relever, la formation du gouvernement. On doit mettre des gens qui aiment d'abord le pays. On doit mettre des gens qui connaissent la situation de ce pays. Écoutez, tu peux être ministre en Europe, en France, aux États-Unis. On t'acclame être meilleur. Mais ici, tu ne vaux rien. Pourquoi? Parce qu'il doit adapter sa politique à la situation de notre pays. Très bien. Vous voyez, il y a quelque temps là, on a dit non, il faut payer les rames. Ailleurs, on peut trouver ça normal. Mais ici, on ne peut pas digérer ça. Pourquoi? La population est pauvre. Elle n'a pas les moyens suffisants pour arriver à accomplir toutes ces histoires-là. Il y a d'autres choses qui ont été instaurées. Oui, c'est bien, mais ce n'est pas important pour notre pays. Vous savez, actuellement, je peux vous dire, la grande source des revenus viennent à partir de l'économie avec les imports et les exports. Donc, ces histoires doivent être bien gérées pour que la population ne soit pas lésée. Il y a ce qu'on fait souvent partout dans les pays. Il y a, par exemple, je prends l'exemple de l'électricité. On prend l'électricité, celui qui reste en ville, il paye plus cher, et celui qui est à la cité, il paye moins cher. Pourquoi? Celui qui est en ville, il paye directement pour celui qui est à la cité, d'une façon indirecte. C'est-à-dire quoi? Lui aussi, quand il doit faire, il doit savoir équilibrer les choses de telle sorte que la population ne se sent pas lésée dans la vie quotidienne. Qu'on ne puisse pas créer un grand écart, donc une pyramide. Il y a ceux qui sont au sommet, qui sont plus riches, et ceux qui sont à la base, qui sont plus pauvres. Donc, il doit créer une classe moyenne pour permettre à ce que notre jeunesse puisse se retrouver. Parce que, vous savez, le plus grand problème, c'était... Hier, j'étais à la frontière là, j'entre seulement là, je me trouve avec 20 garçons là en train de te suivre comme ça. J'ai dit, mais là, vous venez quoi faire là, vous autres là? C'est quoi là? Ils ont besoin de... Pourquoi? Parce que ces gens-là, ce sont des pères de famille. Ils doivent nourrir des enfants. Ils ont des femmes à la maison. Mais ils n'ont pas du travail. Ils n'ont pas de revenus. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, ils doivent d'abord chercher par créer les emplois. Vous voyez, quand moi je regarde la ville de Lubumbashi, je me dis, il y a beaucoup de travail. Et nous ne devons pas avoir des jeunes par-ci, par-là, dans les attroupements. Vous savez que j'ai dit que les jeunes sont distraits par leur diplôme. Pourquoi? Vous savez, quand on doit commencer, on commence n'importe où pourvu qu'on ait quelque chose dans la poche. Bien qu'on peut avoir des diplômes. Et oui, parce que ce n'est pas tout le monde qui sera ministre. C'est pas tout le monde qui sera gouverneur. C'est qui est vrai. Mais c'est tout le monde qui peut jouir de sa vie comme il veut. Alors, il y a, vous regardez seulement la ville ici de Lubumbashi, très sale. Donc, on peut d'abord engager des gens pour l'assainissement. C'est déjà créer les emplois. Les denrées alimentaires viennent de l'extérieur. On peut créer des champs, des grands projets, pas laisser seulement Kanyama Kasese. On peut les créer un peu partout, comme on avait l'autre vision là de Kazembe avec les villages agricoles. Alors, on peut utiliser des terrains qui sont encore non occupés pour créer. Non, je ne vois pas vraiment l'applicabilité pour le moment. Pour créer aussi les emplois. Parce que
en faisant cela, vous allez construire les maisons, vous allez cultiver. Donc les électriciens peuvent se trouver du boulot, les maçons peuvent se trouver du boulot, les soudeurs peuvent se trouver du boulot. Et vous savez que ça aide aussi la population à se retrouver d'une manière ou d'une autre. Vous savez, en Europe, pour le moment, les jeunes refusent même de faire beaucoup des études là. Pourquoi? Ils veulent faire des petits jobs et c'est mieux payé. Tu vas trouver un médecin qui touche 2500 € et tu trouves, je peux dire, un jardinier qui vous touche 2000 €. Donc ce sera difficile pour toi d'envier le médecin. Tu peux être jardinier et tu essaies de bien travailler et tu gagnes bien ta vie. Donc il y a une façon de créer les emplois pour soutenir aussi notre jeunesse. D'autre part, elle est devenue Premier ministre. C'est aussi une occasion pour être en contact avec la population. Vous savez, on parle du populisme, mais tu vas trouver le président Félix Antoine Tshisekedi qui va voir les jeunes pour entendre ce que les jeunes peuvent lui dire. Donc, en tant que Premier ministre, il ne doit pas toujours rester dans les bureaux, écouter ce que les ministres donnent comme rapport. Il doit savoir être en contact avec la population. Ce qu'on a vu avec Mobutu. Mobutu, il était là, quand il passait, tout le monde l'acclamait. Mobutu, Mobutu. Mobutu, c'est ce qu'on a mis. Mais lorsqu'il avait fait la consultation populaire, on nous dit que Mobutu a pleuré. Parce qu'il ne savait pas que au-dedans, la population l'avait déjà vomi. C'est-à-dire, quand on est Premier ministre, donc on est chef du gouvernement. J'aime bien l'appeler comme chef du gouvernement. Quand il est chef du gouvernement, il doit savoir quel est le souci de gouverner. Vous comprenez? Et aujourd'hui, si quelqu'un a un titre, pour recevoir les gens, ça devient compliqué. Il les catégorise, les gens qui doivent recevoir, et c'est difficile pour un pays d'évoluer. Vous allez trouver des présidents dans des pays développés. Je vois un jour là, Macron est en train de passer là, il salue les gens. Les gens me sur la route, on l'a même frappé. Il a été frappé. Oui, non, écoutez. Non, écoutez. Quand vous touchez comme ça la population, tu sens, la personne qui a giflé le chef de l'État, il a été interpellé. Est-ce qu'on l'a tué? On ne l'a pas tué. Mais quand il a été interpellé, il a donné son opinion. Il y a des choses que le chef de l'État tel qu'il est là, il ne peut pas comprendre. Mais nous, en tant que population, nous savons, nous pouvons lui dire. On ne peut pas condamner totalement le chef de l'État parce que ceux qui l'entourent doivent être des gens qui le facilitent. C'est pourquoi j'ai commencé par dire, Madame, le Premier ministre doit bien choisir son gouvernement. Parce que c'est lui qui va échouer, ce ne sont pas des ministres, c'est elle qui va échouer. Alors on est en train de chuter vers la fin de ce programme. Monsieur Christian, une question? Oui, en tout cas, monsieur Né, permettez que je puisse avoir deux questions. Je rappelle à ceux qui nous écoutent, laissez vos commentaires avec notre numéro affiché, on va les lire sans problème avec nous. C'est réel plaisir d'échanger avec Madame Catherine Kachama. Elle nous a fait honneur d'être là pour cette nomination d'une femme étant comme Première ministre. Alors, vous pouvez me laisser vos commentaires, on va les lire sans difficulté aucune. Monsieur Christian. Alors, j'étais en train de dire ceci. Merci. Je vais vous demander de me permettre deux questions juste. Allez-y, avoir une question. Voilà. Et la première question, en tout cas, c'est scientifique. Hein, c'est qu'il y a un livre qui parle que les femmes viennent du Mars et les hommes viennent du Vénus. Je crois que Madame Catherine a déjà lu cela parce que elle lit en tout cas. Je suis en train de me demander, ce monsieur-là disait par rapport au caractère de la femme qui est différent plutôt du caractère de l'homme. Donc il parlait que la femme c'est des sentiments, tout ça et autres. Permettez que je le dise ainsi. Est-ce que ce monsieur, par rapport à cette analyse, est-ce que ce monsieur avait tort? Parce qu'on risquerait d'avoir une dame à la tête, mais elle prouve le sentiment, vous voyez. Elle manifeste les sentiments en disant les émotions, tout ça et autres. En tout cas, ce n'est pas un échec. C'est pas un échec par rapport à cette nomination, bien que nous savons le cursus
de cette dame, mais parfois les dames manifestent toujours les émotions, les sentiments. Ce n'est pas un échec. Madame Catherine. Merci beaucoup. Ce que tu as dit, tu as parlé dans un sens. Oui. C'est ce que je te dis, il faut savoir différencier les choses. Une femme, quand on va toujours, même quand on fait des publicités, on dit la femme ni Montouaro, oui, comme on dit. Oui. La femme a un cœur. Oui. Et ce qui caractérise la femme, c'est la douceur. Oui. Ceux qui parlent, quand on parle de la douceur, les sentiments qu'elle peut avoir ne peuvent pas ôter ses capacités intellectuelles. Okay. C'est deux choses tout à fait différentes. Et écoutez, ça fait aussi partie des atouts qui peuvent l'amener là-bas. Puisque une femme, elle peut avoir pitié pour toi lorsque tu es en train de souffrir. Okay. Mais ce n'est pas la même chose avec un homme. Et c'est comme ça que tout le monde est en train de dire, ah, vraiment, qu'on essaie même avec une femme, parce que la femme peut même avoir pitié de la population. En ayant, oui, en ayant pitié pour la population, elle peut vraiment faire des choses qui peuvent aussi aider les autres à se relever. Donc, c'est un atout qu'on doit exploiter positivement, parce que si on a l'amour de ce pays, l'amour c'est quoi? C'est un sentiment. Oui. Si on a l'amour de ce pays, je pense qu'on est à mesure de se sacrifier pour que ce pays puisse aller en avant. Donc la femme, telle qu'elle est là, je pense qu'elle aime bien le pays et elle va transmettre cet amour dans ce qu'elle va faire comme gestion. Cela n'est pas à confondre avec ses aptitudes physiques, son intelligence qu'elle doit appliquer pour résoudre les problèmes de notre pays. Au contraire, je dirais, les hommes sont plus sentimentaux dans la gestion des choses que les femmes. Comment ça? Écoute, tu peux trouver un dossier là. Tu vois que le dossier est vraiment tout droit. Mais il peut y avoir une femme qui se place devant les messieurs. Les messieurs tombent sur le charme et il va gérer le dossier pas comme il le faut, mais en étant sous le charme de la dame. Mais l'homme, c'est la raison. Écoutez. La femme, c'est l'émotion. Non. Okay. C'est ce que tu dis. Okay. Mais ce qui se passe dans la société, c'est tout autre. Et ça, quand je te parle, je ne t'informe pas. Je sais que tu le sais très bien. Et ce que je dis, c'est justifié. Alors, tout ça, ce sont des atouts qui sont en train de mettre Madame Judith Toulouka dans une position favorable. Tu sais, on a toujours dit, si un sorcier homme t'ensorcelle, il peut même te laisser le temps de respirer. Mais si c'est une sorcière, c'est jusqu'à la mort. C'est-à-dire une femme, quand elle prend une décision, elle y va jusqu'au bout. Et telle qu'elle est là, tout le monde dit, comme on a dit de Jésus, viendra-t-il quelque chose de mieux de Bethléem? Rien. De la même façon, elle a d'abord ça en avant. Est-ce qu'une femme peut-elle? Donc, elle va se donner doublement pour prouver qu'elle est à mesure de donner du bon travail à notre gouvernement. Et je veux vous assurer, faites confiance à la femme. Elle ne va pas vous décevoir. Merci beaucoup. Monsieur Christian, la dernière question, très vite là, de ton Oui, la dernière question est celle-ci, parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a bientôt là les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs, et nous avions compris qu'il y a des tickets gagnants, des tickets gagnants venant du parti X ou Y. Est-ce que la dame ne peut pas aussi subir cette conséquence en nommant dans la prise de décisions pour pouvoir avoir une équipe forte? Est-ce qu'elle ne peut pas aussi subir cette conséquence en disant c'est le chef du parti X qui dit à la femme qui doit imposer à Madame Judith Toulouka, non, vous devrez prendre tel et tel, parce qu'au fond, c'est que nous devons avoir une majorité parlementaire. Justement. Aussi, pour accompagner la question, il y a des chaînes qui ont justement, certains ont critiqué cette image de voir Madame après sa nomination d'aller voir la maman du président. Les gens se posent des questions. En quoi c'est important? Qu'est-ce que ça allie entre cette image, cette rencontre de Madame Judith et Maman Marthe? Oui, vous savez, je vais d'abord te dire ceci. Je vais d'abord te dire ceci. Vous savez, Maman Marthe, si elle est là,
elle est la représentante parfaite de Étienne Tshisekedi. Et si Félix est au pouvoir aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il a mérité, mais c'est parce que son papa a fait du travail. Ah, donc il n'a pas mérité, le président de la République? Non, je vais te dire ceci. Ok. C'est parce que son papa a fait du travail que lui, il est en train de bénéficier des fruits. Ok. Je vais te dire, le président Félix Antoine Tshisekedi tel qu'il est là, s'il n'était pas fils à Étienne Tshisekedi, je pense que ça sera difficile qu'il soit président. Parce que si la population lui a accordé ce crédit, c'est parce qu'on a su, non? Le père, c'était un bon, comme il est mort, sûrement il a transmis sa connaissance dans le fils. Et le fils peut nous donner quelque chose de bien à partir de l'éducation qu'il a eue de son père. De la même façon que maman Marthe, elle est une personne influente qui a été avec le feu Étienne Tshisekedi Wamulumba. Je te dis, il a impacté le monde entier par son radicalisme. Alors, à côté de cette personne, je suis convaincu qu'elle peut aussi soutirer quelques notions de sagesse. On ne sait pas négliger. Vous savez, même quand on a vu Pierre, on a dit, c'est Pierre, semblable à Jésus. Pourquoi? Parce que Pierre a reçu l'éducation de Jésus. Et en allant auprès de Jésus, tu peux aussi prendre quelque chose. On va maintenant rentrer dans notre pays. Nous savons que Mobutu était le garde de qui? On nous disait toujours qu'il portait la mallette de Lumumba. Donc quand Lumumba devait transmettre son savoir, Mobutu était là, il a hérité du savoir de qui? De Lumumba. De Lumumba. C'est pour dire que maman Marthe telle qu'elle est là, elle est aussi une source, une histoire. C'est un livre tel qu'elle est là. Puisque quand son mari avait des idées, elle pouvait rester avec sa femme. Tu vois, ici, le président avait mal géré, il fallait faire ceci, faire cela. La femme peut aussi avoir ça. Et elle aussi, elle a tout intérêt à aller aussi dans cette bibliothèque. Donc, voyons Maman Marthe pas comme une personne, voyons Maman Marthe comme une bibliothèque vivante. Donc, qui peut aussi donner quelque chose. Parce que si aujourd'hui nous sommes dans ce gouvernement, c'est parce qu'il y a eu un Étienne Tshisekedi qui s'est battu. Donc, nous avons accepté le président Félix, vu l'acharnement du président Étienne Tshisekedi de gagner le mérite de la population. Et aujourd'hui, quand il est là, comme lui, le père le disait, le peuple d'abord, lui aussi, il a pris le pouvoir, il a dit les peuples d'abord. Donc moi, je pense que nous devons perpétuer cette idée, afin que notre pays puisse arriver là où on l'attend. Merci beaucoup, c'est la fin de ce programme. Merci à vous, M. Christian, d'avoir répondu à notre question. Merci, M. Ney, en tout cas. Merci aussi à Mme Catherine. Un mot, quelques secondes, c'est le moment de finir. Le mot de la fin. Je veux seulement dire à cette population, soutenons Madame le Premier ministre. Nous devons la faire confiance et nous devons l'aider comme elle-même, elle a dit. D'elle-même, elle ne peut pas réussir, mais ensemble, nous allons réussir à reconstruire ce pays. Pour la question que je n'ai pas pu éclairer concernant ce que vous avez parlé, les partis politiques et autres là, quant à moi, j'appuie le chef de l'État comme il avait dit, c'est une histoire qui doit être changée. C'est tout ce que je peux dire sur ce point-là. Merci beaucoup. Je vous rappelle que vous êtes archevêque, femme leader, et aussi analyste politique. Shalom Radio vous dit merci d'avoir répondu à son invitation. Merci beaucoup. Merci que beaucoup. Dieu vous bénisse. Amen. Alors nous allons citer par ici. Merci à la grande équipe des Shalom qui nous a accompagnés. Merci à tous les héros dans l'ombre. Je suis très content. Merci également à M. Yves qui a accompagné d'ailleurs notre invité, à qui nous disons merci d'être là. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce programme des acteurs de changement. Restez branchés sur nos antennes car le programme continue. D'ici et là, prenez soin de vous car chaque jour qui passe est une vie. Bye bye.